En forme, Jérémy? Non, la nuit était assez courte. Donc, Ouais. non, non, assez fatigué. Depuis quelques nuits, les enfants se lèvent très tôt. Donc, bah, tu le sais très bien, hein, je te l'ai déjà parlé, mais voilà. Après, je suis pas le seul à galérer, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre aussi. Toi, t'as une Ouais, bah, petite qui a fait l'école buissonnière pendant une semaine. ouais, elle est pas allée à l'école de la semaine là. Bien sûr, elle a profité, comme tout le monde, du lundi férié et elle a eu la bonne idée de tomber malade le mardi matin à 7h. Donc bon, après, c'est pas sa faute, hein, mais angine blanche, 42 fièvre. Donc pareil, la nuit a été, pour dire, enfin la nuit, les nuits de la semaine ont été compliquées, avec des vomis et compagnie, j'en passe. Et, euh, et là, hier soir, je suis allé me coucher, c'était 9h. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai vu 21h03, j'ai dit à Pauline, je vais me coucher, je vais dormir. Je crois qu'à 21h15, je dormais. L'avantage, c'est que ce matin, à 5h50, j'étais debout, Nickel. pleine forme. Personne n'était réveillé. La petite, je l'entendais ronfler comme elle n'a jamais ronflé. Je suis allé. J'ai médité, faire d'étirement, un peu de sport, tout ça, prendre l'air. Ça fait du bien. Moi, ce matin, c'est l'inverse, tu vois, je voulais bouquiner un peu sur mon Kindle. Dès le réveil, j'ai lu, je pense, un tiers de la préface. Avant d'entendre Papa, je suis réveillé. Et putain, Ça me l'a fait hier matin. c'est terrible, c'est terrible. On peut rien Hier faire. matin, pareil, j'étais levé à 6h. Je me dis, putain, trop bien. Là, avec les jours qui se rallongent aussi, tu vois, naturellement, tu te réveilles plus tôt en général. Hmm. Et là, 6h, je me mets debout. Je passe à pas de loup devant la chambre de ma fille. Je me mets au canapé. Je me dis, allez, petite séance de méditation. Je me mets tranquille. Je crois que j'ai médité 25 secondes. Papa? Papa, qu'est-ce que tu fais au salon? Eh merde! Je vais séparer. C'est 6h, dors! Mais quelle horreur. Quelle horreur. Un truc qui marche assez bien chez nous, c'est une astuce dont on n'a pas parlé, je crois, dans l'atelier gratuit. On a acheté un réveil lumineux avec Aurélie. Ah ouais, ça a pas marché, moi. Ah ouais, pourquoi? Elle le sort quand même? Mais en fait, elle arrêtait pas de l'allumer. La Et il est en nuit. hauteur, nous. Et bah nous, il n'y a rien en hauteur. Il n'y a rien en hauteur. Et pour le coup, en fait, à la base, c'était pour la responsabiliser sur son sommeil. Vu que toi, Mhm. je sais qu'ils ont des problèmes de sommeil, moi aussi. Et, et le truc, c'est qu'elle l'allumait tout le temps. Et au final, on s'est rendu compte qu'elle dormait dans une chambre qui était ultra lumineuse. Donc, pas super bonne ambiance pour dormir. Et donc, on l'a Alors, enlevé. pas lumineux éclairé toute la nuit. Hein. Lumineux, juste, il s'allume le matin. Ouais, Et je dès sais. qu'il est allumé, en fait, il peut sortir de la chambre. C'est le Bah, nous, signal. c'est exactement ce qu'on a fait, sauf qu'elle elle le prenait, elle l'allumait en pleine nuit. Ok, d'accord, ouais. Parce que moi, le hack que j'ai trouvé par rapport à ça, par chance, le disjoncteur est vraiment très bien fait, vu que c'est une maison neuve. Et en fait, chaque prise limite a son propre disjoncteur. Donc Ouais. je coupe au disjoncteur le réveil, et après j'adapte le matin quand je peux le réveiller ou pas le réveiller. Et ça, c'est un bel avantage, toi. Sauf qu'il m'appelle, bien sûr, mais si des fois je vois qu'il dort, je laisse le réveil éteint. Et j'allume au dernier moment quand il commence à m'appeler, toi. Ouais, Donc mais c'est une bonne stratégie aussi pour les forcer à dormir ou à rester dans la chambre un minimum. bah, je sais que moi, c'est ma cousine qui m'en avait parlé. Elle avait fait ça avec son fils et sa fille et ça avait super bien marché. J'ai des amis qui l'ont fait aussi. Donc, nous, on s'est dit, putain, génial. On a enfin L'arme la secrète. l'arme secrète. On était trop contents. On l'avait commandé l'année dernière. Elle l'avait eu à Noël. Et Attends, c'est elle ouais, qui l'a eu à Noël ou c'est vous qui l'avez vu à Noël? C'est un cadeau pour elle, la base ou pour vous? mais je pense que tu sais, à partir d'un certain âge, les cadeaux, ils sont faits pour toi. C'est comme là, tu sais, son anniversaire, c'était il y a 2 semaines. À Emilia, j'ai commandé des caplas. Je lui ai dit, mais je veux la grosse boîte de 500 caplas. Je sais parce qu'elle aime bien faire des trucs avec ses Lego, mais ses Lego, en fait, c'est moi quand on a marre de jouer avec ses gros Lego pourris. J'ai envie Mhm. de jouer avec des trucs où tu peux faire des meilleures maisons. Tu sais. Génial. Moi de Mais mon bon, elle côté, te j'ai demande qu'une des envie, cadeaux. c'est acheter les gros parcours de billes énormes. Ouais, elle a commencé à y jouer avec ses cousins ce week-end. Je me suis dit, ok, on va jouer aux billes maintenant. On en a un classique, mais on n'a pas les nouveaux avec des aimants, etc. Il y a un truc de fou qui existe, ça coûte un bras, mais non, moi ce que j'attends réellement, c'est de pouvoir acheter des nerfs et faire des batailles de nerfs dans la maison avec les enfants. Ils sont Ça, gentils c'est pour trop bien. l'instant pour recharger, mais j'ai qu'une hâte, c'est ça. Ouais, tu vois, je me disais, moi, avec une fille, je ferais pas ces trucs, mais ma fille, c'est une guerrière, elle prend mes gants de boxe, on se bat avec et tout. Donc je me dis, les nerfs, ça va faire partie de la maison. Ça va être trop bien. C'est C'est génial. ma femme qui va être dégoûtée, par contre. Moi aussi, je vais me faire engueuler, je pense. Ah, Mais clairement. bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, on n'est pas là pour parler de tout ça. Ouais, mais quoique, Euh, je crois que ça jointe avec le sujet que tu voulais aborder. mais complètement, oui, c'est vrai que ça, le lien se fait, le sujet du On mécanisme est de bon, l'attention. on est bon, on est bon. On est très bon sans le savoir. Le mécanisme de l'attention dans le cerveau humain. C'est vrai que c'est un sujet qui est crucial parce qu'aujourd'hui, la mal du siècle, pardon, c'est le manque d'attention. Très Ah, clairement, carrément. des études le montrent, est-ce qu'elles sont vraies ou pas, est-ce qu'elles sont sérieuses ou pas, je sais pas. Mais on aurait maintenant une attention inférieure au poisson rouge. On se Hmm. retrouve de 9 secondes d'attention en général.
C'est Ouais. Microsoft qui a mené l'étude. Après, encore une fois, c'est un panel de personnes qui est très petit, et des conditions qui sont particulières, c'est à nuancer. Mais le fait est que personne ne peut contredire le fait qu'on perd de l'attention année après année. Ça, c'est indéniable. Littéralement, c'est indéniable. À cause d'un téléphone portable. D'ailleurs, j'ai vu effectivement qu'un simple téléphone sur un bureau, tu perds 26% de productivité. Ouais. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tu y penses, il est à portée de main, ton regard porte vers le téléphone. Et ça, c'est un sujet capital parce que, en fait, l'attention porte là où le regard porte. Hmm. Et ça peut être personnellement à l'esprit. En fait, au niveau cérébral, pour faire très simpliste, hein, vraiment, c'est de la brosscience en quelque sorte. L'idée, c'est pas faire un cours de neurosciences. Mais l'attention, c'est en 3 temps dans le cerveau humain. Premier élément, c'est la stimulation de l'aire visuelle du cerveau. Tu captes un stimuli. Donc tu vois un élément dans ton champ visuel. Ça peut être un élément qui passe par la fenêtre, ton téléphone, je sais pas, une photo de tes enfants, etc. Ton regard porte dessus. Après, un signal relais est envoyé au cortex préfrontal. Est-ce que l'information est intéressante ou non? Et surtout, est-ce qu'elle est plus intéressante que ce que je fais actuellement? Donc typiquement, je vois mon portable, je vois mon rapport commercial à réaliser. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Souvent, c'est le téléphone, tu vois. Hmm. Et une fois passé ce filtre-là, le cerveau se dit ok, c'est plus intéressant, car plus dopaminergique notamment, car moins énergivore. Maintenant, j'active l'aire motrice et je passe à l'action. Je prends mon téléphone et je vais sur Facebook. Hmm. Ça, en fait, c'est génial à comprendre et à avoir à l'esprit parce que si on désactive la porte d'entrée, à savoir l'aire visuelle, entre guillemets, le reste ne s'active pas. T'as entièrement raison. Tu vois, cette étude, je l'ai vu passer depuis des années là, sur la capacité d'attention. Et je sais qu'il y a Nir Eyal qui a sorti un super bouquin qui s'appelle Indistractable et qui est très facilement transposé en français, Indistractible. Mais je crois que quand il a été traduit, je sais pas comment on se démerde en France, mais ils ont pris un autre nom. C'est quoi le nom? Ah. Tu l'as ou pas? Je sais plus, je sais plus. Je sais qu'en anglais c'est Indistractable. J'avais vu un truc transcrit en français, et c'était pas Indistractible, ils avaient mis un autre truc, je sais plus. Comme Enfin, ça, souvent, c'est toi. la- Comme Ouais, souvent. c'est incroyable. Bref, et justement, il parle de certaines études qui infèrent l'étude des 9 secondes en disant que cette étude elle est un peu galvaudée, que la réalité c'est qu'il n'y a pas de signe que l'attention humaine a baissé depuis les années 1800, les premières études qui ont été menées sur l'attention. Donc on a la même capacité d'attention. Le gros problème en fait, comme tu dis, vient de la distraction. Mm. Oui. Il vient vraiment de la distraction. On est capable de se concentrer dans les bonnes conditions. Le problème, effectivement, tu vois, là, j'ai le Mac, j'ai mon téléphone à côté. D'ailleurs, je vais le mettre sous le coussin. Parce que tu vois, quand je me suis formé à la PNL, et je sais que toi, tu t'étais formé à la PNL aussi il y a quelques années, les premières choses que tu apprends, c'est comment est-ce que ton cerveau filtre l'information. Et tu as à peu près par seconde 11 millions de bits d'informations qui sont perçus par nos différents sens. 11 millions par seconde, c'est énorme. Mais ça se fait tout au niveau inconscient. Il y a différents filtres qui se mettent en place et au niveau conscient, on a à peine 130, 140 bits d'informations qui sont conscientisés. Et ce que tu dis, c'est entièrement vérifiable à ce niveau-là, c'est que il y a la vision fovéale, donc ton focus, ce que tu vois, là par exemple je suis en train de fixer la caméra ou fixer l'ordinateur, l'écran, mais il y a tout le reste. Et tout le reste, en fait, on ne se rend pas compte à quel point ce qui est à proximité de notre corps nous bouffe de l'énergie aussi, nous bouffe de l'attention. Alors, tu as plein de personnes, tu vois, tu as notamment la fameuse citation d'Albert Einstein qui dit si on juge une personne à son environnement de travail, parce que lui, on n'arrêtait pas de lui reprocher que c'est un bordel dans lequel il vivait, j'ai plus exactement la citation, mais il explique que dire si on doit juger l'encombrement de l'esprit d'une personne à son bureau de travail, je n'ose même pas imaginer ceux qui travaillent sur un bureau vide. Et pourtant, aujourd'hui, C'est ça. que tu Voilà, regardes j'ai le trouvé la livre... phrase. C'est un bureau en désordre dénote un esprit brouillon. Que dire d'un bureau vide? Ouais, c'est exactement ça, merci. Et d'un côté, c'est plein de sagesse, et je comprends, on a tous des modes de fonctionnement différents. Je sais que tu as Jean Piaget, qui est un des fondateurs de la psychologie évolutive, notamment de l'enfant. Tu as plein de photos de lui qui traînent de son bureau. Tu vas dans le carton d'un SDF, c'est pareil. Hein. Il y en a de partout, il doit y avoir des rats, c'est obligatoire. Ça n'empêche pas que le mec était brillant, il savait exactement, c'était son bordel organisé. Mais à côté de ça, effectivement, tu regardes le bouquin Hyper Focus, tu regardes le bouquin Indistractable et vraiment les études qu'il y a derrière, ça montre que quand tu travailles et que vraiment tu veux rentrer en flow, donc en hyper concentration, tu veux vraiment être concentré
et développer le meilleur de ton potentiel pour travailler, tout ce qui rentre dans ta vision périphérique est un distracteur en fait. Va attirer ton attention d'une manière directe. Et ça, effectivement, comme tu le dis, c'est le pire. Parce qu'en plus, on sait qu'il y a des jeux, on sait qu'il y a les réseaux sociaux, on sait que c'est une usine à dopamine, quoi. C'est le Walt Disney de la distraction. Oui, mais une usine aussi à FOMO. Je veux Ouais, pas complètement. manquer l'information, quoi. Je veux savoir ce qui Ouais. se passe, pourquoi j'ai reçu un message, qu'est-ce que c'est que cet email, etc. Ça, c'est horrible. C'est un biais, c'est un biais cognitif, Chez de toute façon. chez les entrepreneurs, En plus. c'est un biais cognitif qui est exacerbé. Et Le toi, j'ai shiny object théorisé, syndrome, le FOMO et tout. j'ai théorisé un truc par rapport à ça, par rapport à cette notion de constamment être happé par son environnement, que j'appelais le réflexe du zoom des zooms. En fait, simplement, pour moi, au niveau évolutif, à l'époque préhistorique, il y avait deux types d'hommes à une époque. Ceux qui uniquement pouvaient faire une tâche en étant hyper concentrés, mais vraiment focus à 200%. Que ça, en fait, le regard est focus que sur une seule tâche, comme la cueillette de baies. Et ceux qui avaient la capacité justement de jongler entre être hyper focus et analyser l'environnement pour repérer le danger. Hmm. Et pour moi, la première catégorie d'hommes s'est fait bouffer par des tigres à dents de sable, grosso modo, ils sont tous morts. Et la seconde, par contre, qui avait cette capacité à zoomer et à dézoomer, donc zoomer sur la tâche, dézoomer sur l'environnement, toutes les poignées de secondes ont survécu. Parce que qui dit anticipation du danger, dit capacité à survivre beaucoup plus facilement. Et pour moi, on a hérité de ça aujourd'hui, en fait. Et même si on s'en rend pas compte, je suis sûr que le cerveau humain constamment dézoome sur l'environnement. Il passe de OK, je fais ma tâche, 5 secondes plus tard, je dézoome. C'est inconscient, on ne le perçoit pas, on ne le voit pas. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait ça, de une, on peut être tenté de prendre son téléphone, de regarder une photo, de regarder par la fenêtre et j'en passe. Et de deux, même si on le fait pas, ça puise de l'énergie. Littéralement, tu l'as dit, parce que c'est un combat perpétuel entre j'ai ma tâche à faire, mais je perçois qu'il y a beaucoup de choses autour de moi super intéressantes. Et il faut que je lutte pour revenir sur ma tâche. Donc on Et se complètement. vide de son énergie au quotidien à cause de ça. Et on se rend pas compte, j'en suis convaincu à 100%. Ouais. Puis tu vois, si on continue sur ton analogie du zoom dézoom, le zoom, c'est une partie du cerveau qui est active, le dézoom, c'en est une autre. Et à chaque fois que tu passes de l'une à l'autre, c'est un peu c'est le d'énergie, switch un peu cost d'énergie, comme le un peu multitâche. d'énergie. Ouais, c'est exactement ça, c'est le switch cost. C'est ce qui te bouffe de l'énergie. Et ça, quand vraiment tu veux améliorer, je vais même pas parler de productivité, mais de ton efficacité en général, le switch cost, c'est un truc qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Tu vois, tu parles des études sur la concentration, sur l'attention. Moi, la mienne, j'en avais fait une l'année dernière sur LinkedIn. Je me souviens, j'avais fait tu sais, l'époque où c'était les sondages étaient à la mode. Tout le monde faisait que des sondages. Et j'en avais fait une. J'avais eu plus d'une centaine de réponses. J'avais simplement demandé combien de temps arrivez-vous à vous concentrer sans être interrompu dans une journée lambda. Vous êtes interrompu toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, ou vous arrivez à vous concentrer plus de 20 minutes. Je crois que j'avais 33% des répondants, un truc comme ça, qui répondaient 5 minutes. Il y avait 30 autres pourcents qui répondaient et quelques dérangeaient toutes les 5-10 minutes. Et donc le dernier tiers qui arrivait à se concentrer plus de 10 minutes. Et j'avais mis ce seuil maximum de 20 minutes parce que quand tu regardes les travaux de Steven Kotler, qui est un expert de la haute performance et notamment du flow, il s'inspire énormément il a le Flow Research Project où ils ont plein de formations spécialisées, de recherches spécialisées sur le flow. Et ben, il montre que le flow en fait arrive obligatoirement après la phase de concentration. Mhm. La concentration est un précurseur du flow en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que quand tu es habitué à rentrer en flow, il te faut dépasser un seuil qui est aux alentours de 20-23 minutes de concentration intense pour passer en flow. Pour qu'en fait, tu aies le cortex préfrontal qui se calme, ce qu'on appelle l'hypofrontalité transitoire. Donc pour le coup, tu as le cortex préfrontal donc de la raison et de la concentration qui se tait un peu, et les choses deviennent plus fluides. Et ce qui est hyper intéressant justement dans cette étude, même si c'est qu'une centaine de personnes, c'est de voir que dans tous les cas, tu as, allez, on va dire à la louche, 70-80% des personnes qui sont incapables de rentrer en état de flow, simplement parce qu'elles n'arrivent pas à se concentrer plus de 15 minutes sur une tâche. Donc elles sont tout le temps sur le mode zoom des zooms, comme tu dis. Et ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais ça, c'est switch cost à fond. Je vais extrapoler, mais à midi, t'es grillé. À midi, en fait, t'as plus d'énergie, t'as plus de volonté, t'as plus de capacité de concentration. Et donc ça veut dire que tu tires sur ta réserve d'énergie toute la journée. Donc ta capacité d'attention, vu qu'elle est nulle, ça va te créer de la frustration en plus. Quand tu rentres chez toi, le soir, t'as plus d'énergie pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux. Et ça, pour moi, tu vois, enfin moi, la manière dont je vois la productivité, l'efficacité personnelle, la performance personnelle, c'est ça. C'est de se dire quand tu rentres chez toi, t'as encore du jus en fait. Complètement.
Comme pour le sport, une bonne séance de sport, c'est une séance à partir de laquelle, dès que tu la termines, tu as plus d'énergie qu'en la commençant. Grave. Littéralement. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis en fait. Il faut, je pense, comparer la concentration à une fusée. Au début, ça demande énormément d'énergie. Et en fait, les gens s'arrêtent pile poil à cette notion d'énergie consommée. Il n'y a pas cette notion d'inertie après qui rentre en compte. Ils se crachent avant que l'inertie arrive. Donc ils font beaucoup d'efforts pour zéro résultat. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait une journée qui est en dents de scie. C'est je monte, je redescends. Je monte, je redescends. Alors qu'il manque quelques petites secondes ou minutes pour juste je monte, je stabilise. Et après tout va bien, et après je redescends plus tard. Ouais. Et ça fait lien avec ce que tu disais sur la dopamine. Nos smartphones, c'est une usine à dopamine. Et pourquoi est-ce qu'on justement, on dépasse pas alors, le seuil de mise en gravité, on va dire, le seuil de dépassement de la gravité pour une fusée, mais pour nous, moi j'appelle ça les seuils de friction. C'est que c'est dur. C'est que t'as ton attention qui est attirée quelque part et il faut que volontairement tu dises non. Ou que tu mettes en place des stratégies comme bosser avec ton téléphone complètement à côté dans une autre pièce, être en ne pas déranger sur ton Mac, sur tous tes trucs, et n'avoir que, si tu veux écrire un texte, être que sur ton ordinateur, mettre de la musique, créer un environnement qui te permette de favoriser cette concentration et ce flow. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu as cette friction, ce seuil de friction, et que tu as du mal à le dépasser, c'est simplement que ton corps a dit « Ah, oh, c'est dur, allez un peu de dopamine, va sur Insta, allez un peu de dopamine, va sur LinkedIn, va regarder tes mails, fais un truc, joue ». Là, mon frère, hier, m'a envoyé un lien en me disant « Ah, trop bien, Netflix, ils ont sorti des jeux ». Et il y a un reboot du Tortue Ninja sur lequel je jouais sur la Super Nintendo. Ouais. Je l'ai téléchargé, j'y ai joué, je me suis dit oh, non, faut absolument que je le supprime de mon téléphone, sinon moi je suis foutu, je bosse plus. Ah, tu sais quoi, je viens d'acheter ça à l'instant même. Le nouveau Zelda, ça fait 7 ans que j'attends. Mais oui, mais ça fait 6 mois que tu m'en parles. Donc 7 ans que j'attends, je l'ai enfin. Donc là je sens, mais encore une fois, ça pour moi c'est ma récompense de la journée. Mais grave. En fait, littéralement, je vais y jouer uniquement que si ma journée était bonne et productive. En fait, c'est ma dopamine à moi. Ma dopamine, elle est là, quoi. Ouais. Et elle va pas arriver tout à l'heure, elle va arriver à la fin de ma journée. Ok, ma journée était bien, j'accomplis mes buts de la journée, maintenant je peux jouer. Ouais. Mais c'est pas l'inverse en fait. Ouais, ce que tu dis, ça continue dans le cadre du livre Indistractible. Tu vois, il y a un concept dont il parle, Nirayal, c'est celui de pacte. Il dit, quand tu veux rentrer en flow, quand tu veux créer des choses, quand tu veux atteindre des objectifs, même si je crois de moins en moins aux objectifs, mais ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode, il faut faire des pactes. Quand tu veux atteindre quelque chose, il faut te faire des pactes. Moi, je sais qu'il y a plein de choses que j'adore faire, mais tu te dis, j'aurai le droit de le faire que quand j'aurai fait ça. Il n'y a pas de notion de j'y suis arrivé ou j'y suis pas arrivé. Mais c'est je suis passé à l'action, que je réussisse ou que je réussisse pas, dans tous les cas, j'aurais fait le truc et j'aurai le droit de m'accorder une récompense. Alors, il ne faut pas que ce soit un gâteau, un truc comme ça, mais effectivement, c'est de se dire, moi c'est pareil, les jeux, les choses comme ça, j'aime bien y jouer le soir. Mais c'est que le soir. Ça n'empêche pas que des fois, 10 fois par jour, je me dis, ah, j'ai trop envie d'aller y jouer. Ou des fois, j'ai trop envie de finir cette série, ou j'ai trop envie de lire ce manga, de connaître la suite. Les pactes sont hyper importants. Moi, de mon côté, ce que je vais mettre en place à mes clients, c'est un système d'enveloppe que j'aimerais mettre en place par dopamine, je t'en ai déjà parlé. En fait, tu listes tes récompenses, typiquement un carreau de chocolat, typiquement un massage, pas mal de trucs un peu juste futiles, mais assez satisfaisants pour vouloir les décrocher. Dans le lot, tu mets une méga récompense de ouf. Un super restaurant, un truc que t'adores, vraiment le gros lot du jackpot. Et après, tu mets 10 papiers vides. Tu mets tout sous enveloppe, dès que tu finis une tâche, tu tires une enveloppe au hasard. Et en fait, tu reproduis typiquement la stratégie employée par les casinos, quoi. Avec cette notion de je lance un dé, potentiellement je gagne très peu, potentiellement j'explose tout, potentiellement j'ai rien. Et ça, c'est ultra dopaminergique. Parce que le hasard fait partie de la dopamine aussi. Parce que je sais pas ce que je vais avoir. Typiquement, c'est comme ça que fonctionne Facebook, Instagram et autres. J'ai une notification, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais je veux le savoir. Pourquoi ? Parce qu'au niveau évolutif, la connaissance, c'est la survie. Plus je connais de choses sur mon environnement, plus je maximise mes chances de survie. Et ça, on la conserve en nous. Et vraiment, c'est pour ça que les gens sont perfusés aux informations. C'est pour ça que BFM cartonne. C'est de l'information continue, parce qu'en continu, je sais ce qui se passe dans le monde. Et au niveau de mon cerveau ancestral, grosso modo, c'est ok, plus j'ai d'infos, plus je maîtrise mon environnement, plus je vais survivre. Et ça, encore une fois, on l'a hérité. Et c'est pour ça que, selon moi, la psychologie évolutive, c'est vraiment une science essentielle à avoir à l'esprit. Ouais, faut en avoir les bases. Tous nos comportements du quotidien. Avant d'avoir des Notion, des Trello et j'en passe, ça on s'en fout, c'est secondaire. Si tu comprends pas déjà de base que ton cerveau n'est pas programmé pour être productif, t'as beau mettre des outils par-dessus, ça changera rien. Mais quand tu sais comment contourner ces programmations non évolutives, là tu peux cartonner. Là tu reprogrammes ton cerveau. Là tu vas de l'avant et peu importe les méthodes que tu grèves derrière. À nouveau, on s'attaque à la base, à la racine et non pas au sommet de la pyramide.
Ouais, et t'as raison, parce qu'en fait, la connaissance, elle apporte un nouveau spectre, une nouvelle vision, tu vois. Enfin, pas un spectre, mais un nouveau prisme de vision de la Une nouvelle réalité. lecture du monde. C'est ça, c'est ça. T'as la théorie intégrale de Ken Wilber qui est super Oui. intéressante à développer. Enfin, il a écrit plein de livres. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vraiment. Non, même pas. Il y a Elliot Meunier qui a sorti une série Une de série de vidéos vidéos dessus. il y a Complète. quelques temps. Et franchement, moi, j'avais lu les bouquins de Ken Wilber sur la plateforme de formation Mind Valley. Il a sorti une formation que j'avais pris il y a 2 ans. C'est passionnant, ça apporte une clé de lecture du monde, de compréhension du monde qui est hyper intéressante. Et Elliot Meunier a fait un super taf. Je pense qu'en 45 minutes, tu as une Mm. bonne vision de ce qu'est la théorie intégrale de Ken Wilber. Mais comme tu le dis, ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, une fois que tu connais la psychologie évolutive, que tu sais à quel point, comme tu le dis, on n'est pas fait pour être productif, on n'est pas fait pour être efficace, on reste des animaux qui sont bardés de pulsions. Ça permet d'avoir énormément, ça nous permet d'aborder le monde avec beaucoup plus de bienveillance, et notre relation à nous-mêmes avec bien plus de bienveillance. Plutôt que de se dire, pourquoi j'arrive pas à me concentrer, pourquoi ci, pourquoi ça, c'est oh, tiens, je suis tombé dans tel biais. Oh, bah oui, c'est normal que je réagisse comme ça, parce que intuitivement, je réagis de cette manière. Maintenant, la question que je dois me poser, c'est comment est-ce que je veux répondre. Je suis plus en réaction, moi, ce que je veux, c'est ça, parce que ma mission, elle est là, parce que mon objectif, il est là, parce que mon drive, il est là. Mhm. Et ça permet de le faire avec une certaine légèreté. Tu vois, sans se mettre la pression, la rate au courbouillon en disant ah non, je suis nul, je devrais pas faire ça, j'arrête pas de foirer. Non, c'est normal. Jérémy et moi, ça nous arrive aussi tout le temps de tomber dans ces pièges. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la rapidité avec laquelle tu vas percevoir le Mm. piège, même au bout d'un moment avec assez d'entraînement avant de tomber dedans, et te dire ok, stop, je bloque, je respire, je me calme, hop, je repars, je réoriente. Ça demande beaucoup d'énergie au début, mais plus tu le fais, moins ça en demande. Et justement, pour limiter le piège, du moins de la distraction, comme on l'évoquait en début de podcast, vraiment, rangez votre bureau. Mm. C'est quoi à dire, mais je dis pas non plus la théorie du bureau vide, effectivement, mais juste ayez sur votre bureau que ce dont vous avez besoin pour travailler sur la tâche à l'instant T. Ni plus ni moins. Le reste, on s'en fout. Et moi, le hack que j'ai à mon niveau, vu que j'écris très souvent des scripts, des posts LinkedIn et j'en passe, c'est me servir non pas de mon ordinateur, mais de mon iPad pour écrire. Mm. Parce que l'iPad, justement, pour changer d'application, il y a plus de friction que sur l'ordinateur. Mm. Quand tu es sur Notion, sur Internet, en un clic, tu es sur Facebook. En un clic, tu es sur WhatsApp. En un clic, tu es sur TikTok. Mm. Donc vraiment, créer des barrières pour justement limiter la distraction. On a parlé de OneSec, il y a quelques épisodes en arrière. Ouais. J'ai également Call Turkey qui est génial, qui est un bloqueur carrément de site web. J'ai Newsfeed Eradicator que je t'ai partagé il y a quelques semaines en arrière qui Et que bloque carrément les j'utilise feeds. maintenant sur LinkedIn, sur Insta, sur En mon fait, il n'y a plus ordi. rien sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Tous les feeds sont bloqués. Juste, en fait, il faut comprendre à nouveau que ces sites-là sont plus forts que vous. Parce qu'ils reposent à nouveau sur les mécanismes évolutifs. Votre cerveau est drogué avec ces sites-là. Il est dépendant à ces sites-là. C'est comme ça, il y a des neuromarketeurs experts derrière. Vous ne pouvez pas lutter. Ou si vous luttez, ok, vous allez vous épuiser. Donc à nouveau, comme pour le Nutella, s'il y a un pot chez vous, vous allez le manger. S'il reste au supermarché, vous n'allez pas le toucher. C'est pareil, ne laissez pas la tentation dans votre zone, tout simplement, de vue. Parce que dès qu'elle y sera, ça sera foutu. C'est un concept hyper puissant que tu enseignes là parce que fondamentalement, tu vois, quand des personnes me contactent, moi je travaille vraiment de manière globale avec mes clients, mais souvent, euh, le premier contact, c'est j'ai besoin que tu m'apprennes ça. J'ai besoin de savoir comment je fais pour mieux me concentrer, pour mieux dormir, pour mieux ci, pour mieux ça. Et le réflexe humain, c'est de rajouter des choses. Quelle stratégie, quel hack, quelle technique, quelle pratique je dois intégrer dans mon quotidien par-dessus ce que je fais actuellement pour améliorer telle ou telle chose. Alors que fondamentalement, la meilleure chose que tu peux faire, c'est pas rajouter, c'est d'abord supprimer. Foutre ton téléphone à côté, supprimer les feeds, supprimer les trucs. Et effectivement, une fois que tu as fait table rase de tout ce qui te distrait, là, tu peux mettre en place des exercices pour mieux te concentrer, pour améliorer ton attention au quotidien, des choses comme la méditation, comme le wabi-sabi, c'est des trucs japonais. Et tout ça fonctionne bien. C'est le Par rapport concept de via negativa. Voilà, je suis en aparté, Ouais, mais popularisé ouais, la par via Nassim negativa, Nicolas ouais. Taleb, c'est retirer avant d'ajouter. Si vous voulez perdre du poids, commencez par retirer le burger avant d'ajouter de la salade en plus. Complètement, complètement. C'est aussi bête que ça. Ouais. Et tu vois, juste pour finir là-dessus, je me souviens il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3 ans. Oula, ouais, je crois qu'Emilia était toute petite. J'avais fait un workshop avec Seth Godin, donc le spécialiste du marketing, le saint patron du marketing. Et en fait, à un moment, c'était un truc sur le storytelling que j'avais fait.
Et il expliquait, lui, comment est-ce qu'il écrivait un livre par an. Il postait tous les jours sur son blog depuis 20 ans. Et j'avais trouvé son idée hyper intéressante. Et je pense que intuitivement, non, ça fait 3 ans que je le fais, je m'en rends compte. Il m'a dit aujourd'hui, quasiment tous ceux qui sont sur Internet, qui travaillent sur Internet, ou les professions en général, ont un Mac, un iPad et un smartphone, et un iPhone. Ou une tablette, un PC et un téléphone à côté, un smartphone non Apple. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est je dédie des tâches à à chaque outil, à chaque device. Mon Mac, c'est pour le travail. Mon téléphone, c'est pour les appels, c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour ce genre de choses. Mon iPad, c'est pour la créativité. Dessus, j'ai des choses pour dessiner, j'ai des jeux, tout ça, mais par contre, je n'ai pas de jeux sur mon Mac, je n'ai pas de jeux sur mon téléphone. Je n'ai pas de trucs de créativité sur mon Mac, je n'ai pas de trucs de créativité sur mon iPhone. Et vice-versa. Et je trouve en fait de se dire, tu vois, tu mets dans des cases, c'est-à-dire telle tâche, tel outil. Et ça te permet d'avoir des choses beaucoup plus simples. Tu vois, comme je te disais, au final, ça faisait des années que je n'avais pas téléchargé un jeu sur mon téléphone. Et le fait de le télécharger, sur le coup, mais dans les secondes qui ont suivi, je me suis dit, un sentiment de dire non, 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 non. On a dit depuis des années, il n'y a pas de jeu sur le téléphone. J'ai fait une partie, je l'ai supprimé. Même si ça me rappelle mes années d'enfance où j'avais 7-8 ans avec mon meilleur pote Thomas, où on jouait pendant des heures sur sa Super Nintendo au Tortue Ninja. Mais c'est plus important. Tu vois, comme la loi des séries, de dire non, ça fait 3-4 ans que je m'interdis de faire ça, je vais pas briser la boucle maintenant, quoi. Et on en revient à cette notion de pacte personnel, tu vois. C'est super important, l'engagement envers soi-même. Et plus on va le tenir longtemps, effectivement, comme tu l'as dit, plus il sera compliqué de revenir en arrière. C'est super intéressant. Moi, sur mon téléphone, je n'ai strictement aucun jeu non plus. Et c'est vraiment, c'est essentiel. Parce que sinon, de nouveau, on se fait happer. Et encore plus si le jeu est sur l'écran d'accueil. Ah, carrément. Mais moi, ce que je faisais à l'époque, quand j'étais recruteur encore, quand j'étais salarié, c'est que j'avais dédié chaque zone de mon bureau à un travail particulier. Donc là, on parle plus de device, on parle clairement d'un lieu. J'avais la table pour les entretiens et dessus, j'avais uniquement les choses pour les entretiens. J'avais stylo, j'avais des brochures par rapport à l'entreprise, j'avais un bloc-notes, de quoi faire un café, j'en passe. En fait, chaque zone était vraiment dédiée à une tâche en particulier. Comme ça, sur la zone en question, il n'y avait que les éléments nécessaires pour faire les tâches en question. Et ça, c'est essentiel parce qu'à nouveau, comme ça, on a tout à portée de main, on est plus efficace, on ne se perd pas, on ne se mélange pas et à nouveau, le regard ne porte pas sur des choses qui sont inutiles à l'instant T. Et parfois, c'est con, mais un simple post-it avec une tâche à faire pour plus tard, ça va être une distraction. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on va voir ça dans un coin de la table. On se dit putain, j'ai ça à faire. Du coup, on commence à penser à la tâche alors qu'on est sur une autre tâche en même temps. En fait, on fait du multitâche sans faire de choses différentes. On fait une multitâche, on va dire cérébrale en quelque sorte. Tu jongles entre plusieurs tâches à ton niveau, au niveau du cerveau, et tu t'épuises littéralement à cause du switch off dont on a parlé ensemble. Complètement. Cette stabilité mentale, elle est hyper importante et elle se crée. Tu es obligé de créer une certaine stabilité. C'est un entraînement, c'est un véritable entraînement. Ouais. Dans un programme que je vends à mes clients, je partage une technique issue des écoles japonaises principalement, qui consiste à fixer un point sur un mur durant 30 secondes, puis 1 minute, puis 2 minutes, jusqu'à 3 minutes. L'idée, c'est de fixer uniquement le point et de ne pas détourner le regard. On peut accepter effectivement que le regard se détourne, mais il faut avoir la conscience, l'habilité à se dire « Ok, mon regard part, je le recentre ». Et c'est uniquement en faisant ce va-et-vient qu'on va muscler simplement l'air visuel. À se dire « Ok, maintenant mon regard reste fixe sur ma tâche ». Et comme ça, l'attention que j'ai, que je porte moi, se dirige uniquement et focalisée uniquement sur ma tâche en cours et pas sur le reste. Et c'est un vrai travail à faire, c'est pas bête. Et si jamais effectivement au bout de 2-3 mois, tenir 3 minutes est beaucoup trop simple, vous reculez. Parce que plus vous allez reculer par rapport au point de base, plus le champ visuel va s'élargir. Et plus il va s'élargir, plus il y aura d'éléments dans ce champ visuel en question qui risquent de vous perturber. Donc plus l'exercice va être compliqué. Donc plus vous allez vous muscler, plus vous allez travailler réellement cette capacité à maintenir le regard sur un point fixe. Donc c'est un vrai travail intéressant à faire au quotidien. En plus c'est challengeant. Parce que tu te vois progresser jour après jour. Ouais, complètement. Tu vois, moi j'en parle dans mon bouquin Devenir indéboulonnable. C'est le wabi-sabi. À la base, c'est un art japonais de se dire, tu vois, que t'as le shintoïsme, on va dire je sais pas si c'est vraiment une religion, mais la culture philosophique japonaise, c'est que tous les objets ont une âme, techniquement. Oui. Et donc, quand les objets sont abîmés, nous, on a tendance à les jeter, de dire, tiens, mon assiette est ébréchée, je la jette. Et que non, justement, les objets qui se patinent, les objets qui vieillissent, gagnent en âme, gagnent en valeur au Japon.
Et de l'art du wabi-sabi, qui est centenaire, voire millénaire, il y a des techniques de méditation, c'est exactement ce que tu proposes. Et tu vois, moi, la manière dont j'en parle et la manière dont je l'ai lu dans des bouquins de philosophie bouddhiste zen, c'est justement soit de s'entraîner à fixer, là, les gens qui écoutent le podcast ne le voient pas, mais me voient le faire pour ceux qui sont sur la vidéo, c'est de fixer les moindres détails Mhm. d'un objet pendant quelques minutes et de l'observer. Alors effectivement, tu n'as pas le regard fixe, par contre, tu portes ton attention sur les moindres détails et ça te fait redécouvrir un objet. Et effectivement, le but, c'est de canaliser ton attention sur une chose et de t'apprendre à redécouvrir les choses. Ça calme, ça fait ralentir, ce qui n'est pas quelque chose d'anodin dans le monde ultra vivace dans lequel on vit aujourd'hui. Donc apprendre à calmer son esprit, c'est bien. Mais effectivement, j'avais jamais pensé ça en termes de musculation de l'air visuel, tu vois. Et ça me fait penser également à la méditation avec le body scan, où c'est pareil. L'idée, c'est littéralement, c'est analyser chaque zone de son corps consciemment. Qu'est-ce que je ressens au niveau de mon pied droit, au niveau de mon pied gauche? Est-ce qu'il y a de la chaleur, de la pression, du poids, des douleurs? Et ça qu'on se rend compte quand on porte son attention précisément sur une zone de son corps, qu'on la découvre en fait. Littéralement, on découvre ce qui se passe dans cette zone-là. La pression On sur le reprend sol, conscience. le froid, le toucher du drap, le toucher des vêtements. On en prend conscience, ouais. Alors qu'aujourd'hui, littéralement, si je vous dis dès maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre pied gauche, vous êtes incapable. Mais si pendant quelques secondes vous focalisez dessus à 100%, vous allez être capable. Parce que toute l'attention est portée dessus. Et juste C'est le fait que typiquement la différence tu entre- l'aies notifié comme ça, les gens sont en train, là, maintenant, en nous Ouais. écoutant, Et c'est la différence prendre entre la conscience lampe de leur torche et pied le gauche. laser. Soit éclaire une grande zone, mais de façon, on va dire, avec une faible énergie, soit une petite zone avec une grosse énergie. Et c'est ça qu'on cherche à vous transmettre avec Quentin, cette notion de tout focaliser sur un seul point, pour mettre toute l'énergie dessus à 100%. Et pour ne pas tomber dans l'écueil à nouveau de cette notion de je commence à monter, je redescends, je commence à monter, je redescends, ce qui vous épuise littéralement au quotidien. Et quand on sait le peu de temps qu'on a quand on est papapreneur, il faut être capable justement d'avoir cette capacité de passer de 0 à 100 rapidement. Capacité de ok maintenant, là mon enfant dort, là il est chez la nounou, j'ai 2 heures devant moi. Il faut que je sois efficace dès la première minute. Et c'est en travaillant votre regard, votre capacité à le maintenir, à justement le rattraper quand il dévie, que vous aurez cette capacité-là. Parce que sinon, vous allez perdre une demi-heure sur les 2 heures. Et c'est monstrueux. Ouais. Tu vois, ça me rappelle un client que j'ai eu il y a 3 mois. Entrepreneur, hyper anxieux, hyper stressé, qui faisait 50 000 trucs en même temps. Et à un moment, je lui ai parlé de méditation. Et je sais que souvent, la méditation, en fait, a mauvaise connotation, surtout chez les personnes qui vont vite. Mhm. Il me dit, alors, tu sais, moi, m'asseoir et penser à rien, c'est pas mon truc. Et je dis, oui, ça, c'est une légende urbaine de ce qu'est la méditation. Fondamentalement, la méditation, elle a un seul but, c'est de fermer les yeux et ne pas essayer de penser à rien. C'est juste de remarquer le bordel, le chaos qu'il y a dans ton esprit. Ton incapacité à te focaliser sur une seule chose. Et que ce soit le wabi-sabi, que ce soit les body scans, que ce soit les techniques de méditation, tout ça, le seul but, c'est de prendre cette habitude de dire mon esprit est en train de drifter, est en train de partir, je le ramène. Avec bienveillance, avec gentillesse. Et je vois qu'il y a une autre idée qui est en train de m'emporter, hop, je reviens. Je fais ok, c'est bon, elle est là, je la comprends et je reviens. Et ce que Jérémy dit, fondamentalement, c'est l'issue du travail. Vous n'arriverez pas à vous concentrer comme ça en un quart de seconde et apprendre à retirer le meilleur de toutes les minutes de votre travail. Comme ça. C'est un processus qui va bien plus vite que ce que vous pouvez penser. En seulement quelques semaines de travail, vous allez halluciner la capacité d'attention, de concentration, de focus que vous allez arriver à développer. Mais on en revient à ce point de friction. Il faut dépasser ce seuil de friction. Il faut vous dépasser vous-même, en fait. Dépasser votre dopamine, vos envies, ce que vous êtes dans une boucle, qui fait que tant que vous sortez pas de cette boucle, vous gardez vos habitudes. Et une fois que vous essayez de mettre beaucoup d'énergie pour sortir de cette boucle, une fois que vous en sortez, vous êtes capable de construire dessus. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on parle à des entrepreneurs, c'est de mettre un objectif derrière. On est tous, en tant qu'entrepreneurs, drivés par les buts, les objectifs. Donc si vous vous dites, ok, aujourd'hui je me challenge, je fais 30 secondes, durant lesquelles soit je fais un body scan, soit je fixe un point, etc. Soit effectivement j'analyse un objet. 30 secondes, je vais les tenir. Demain, je passerai à 35. Vraiment cette notion de je me challenge. Je veux faire plus, je veux me dépasser. Chez moi, c'est un moteur. Chez toi aussi, je le sais, Quentin. Et généralement, chez tous les entrepreneurs, c'en est un. Ou les sportifs aussi. Donc, voyez-le comme ça. Vraiment, c'est un défi que vous vous mettez de ok, je peux faire plus. Je vais réussir. Et en faisant ça, vous allez muscler du coup, à nouveau, cette capacité à résister à la tentation. Et donc à rester plus concentré au quotidien. Et Jérémy en parle souvent, hein. Mais traquer, Traquer, mesurer.
faut pas que ça devienne une obsession de mesurer votre sommeil, mesurer votre performance, votre capacité de méditation, votre capacité d'attention, tout ça. Mais dès que vous sentez que vous en avez besoin, il faut pas hésiter. Moi, je sais que régulièrement, j'ai retraqué mon sommeil quand je sens que ça se dérègle. Je vais retraquer ce que je mange. Par exemple, la semaine dernière, j'ai un client qui me dit putain, j'ai pris du ventre là dernièrement, ça me saoule. Pourtant, je vais au CrossFit 3 fois par semaine, machin. Et on a revu sa nutrition. Il me dit mais comment tu fais toi? Je suis bah moi, intuitivement, j'ai toujours fait attention à ce que je mange. Donc fondamentalement, je sais combien de calories je prends. Et sur le coup, je lui ai envoyé plein de documents que j'ai rédigés pour d'autres clients. Je lui ai envoyé une app que j'aime bien pour traquer, pour comprendre en fait le nombre de calories qu'il y a par aliment et de quoi est composé en termes de calories ta journée, sur ce que tu manges. Et je me suis dit, tiens, je vais m'y remettre moi aussi. Et là, horreur! Je me suis dit, en fait, mon ego a parlé parce que j'étais complètement à côté de la plaque. Je me rends compte que je suis en déficit de calories de 600 calories par jour par rapport à l'objectif que j'ai actuellement. C'est simplement que les 4 dernières années, j'avais un objectif, j'avais pris des habitudes de manger d'une certaine manière, sauf qu'aujourd'hui, mes objectifs ont changé, mais mon alimentation a évolué. Donc je me dis, c'est bon, elle a évolué, c'est suffisant. Non, ça l'est pas. Donc là, je vais commencer, depuis hier, j'ai commencé à retraquer. Et ça va durer 3 semaines, 1 mois. Après, j'arrêterai. Et si un jour mon objectif évolue, ou je sens que je repère du poids, ou que j'en prends trop, je retraquerai. C'est pas quelque chose de constant. Mais si vous voulez des objectifs, vous devez mesurer. Dans tous les cas, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Sinon, on part avec zéro base, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Donc, effectivement, traquer les choses. Et comme le dit Quentin, c'est pas un traquage ad vitam aeternam. Tous les 6 mois, faites-le. Tous les 3 mois, peu importe. Comme vous le sentez. Mais moi, je traque plus. J'ai arrêté pour l'instant, mais je vais apprendre, je pense, bientôt. Au niveau du sommeil, automatiquement, c'est mon téléphone qui le fait, donc j'ai rien à faire. Mais au niveau de mes habitudes, de mes calories, par contre, ça, je les tiens, je le sais. Mais il y a beaucoup de choses que je ne traque plus. Et je le vois parfois, ne pas traquer fait que je ne fais plus les choses. Parce que, à nouveau, il n'y a plus cette notion de pack dont tu as parlé. J'ai plus ce contrat en fait qui me dit que tous les soirs, est-ce que j'ai rempli mon contrat? Est-ce que l'engagement que j'avais envers moi-même, est-ce que je l'ai tenu? J'ai plus de compte à rendre. Même c'est qu'à un ordinateur, qu'une feuille Excel, on s'en fout. C'est des comptes que vous avez à rendre. Effectivement, si vous avez une habitude à faire et que vous voyez que durant 15 jours vous ne l'avez pas faite, en fait vous ne pouvez pas vous mentir. L'ordinateur le sait, vous avez traqué les choses, vous voyez que c'est pas en place. Donc automatiquement vous en prenez davantage conscience et vous serez davantage motivé et mobilisé pour reprendre l'habitude en question. C'est ça l'avantage du tracking. C'est pas vous faire littéralement chier au quotidien, ça prend 5 minutes. Ça, c'est des fausses idées, quoi. Le truc le plus long, c'est mettre en place tout simplement le tableau Excel, le tableau sur Airtable ou l'application qui va bien. Le reste, ce ne sont que des clics. Et ça prend quelques petites secondes à faire au quotidien et les résultats sont monstrueux derrière. Véritablement. Ouais, souvent, c'est le coût de l'engagement, tu vois. Souvent, le coût de l'engagement, le fait de juste passer à l'action à un coup, il crée une friction, et on se dit, ah, j'ai la flemme de le faire. Mais s'engager à prendre le temps de créer ce tableur, de créer ce truc sur Airtable, sur Notion, télécharger l'app, la paramétrer, faire comme moi je l'ai fait hier, prendre le quart d'heure, 20 minutes de se dire ok, au petit déjeuner je mange ça, au déjeuner je mange ça, le soir je mange ça, mes snacks c'est ça, combien ça fait de calories, quel est mon objectif derrière. Ça vous prend 15-20 minutes, il faut le faire, il faut dépasser, mais une fois que c'est fait, vous êtes engagé dans le processus, c'est le doigt dans l'engrenage. Et encore mieux, engagez-vous envers quelqu'un. Ouais. Là c'est ce qu'il y a de mieux. Et le mieux du mieux, c'est jouer sur un biais cognitif qui est la version à la perte. Vous donnez un chèque de 300 €, de 500 €, peu importe, à un ami à vous. Et vous lui dites simplement, si je tiens pas mon habitude durant X mois ou X semaines, tu l'encaisses sur le parti politique que j'aime pas. Là, vous verrez que vous allez passer à l'action. Ouais, complètement. Littéralement, technique. C'est le game changer. Vraiment une somme que vous voulez pas perdre, sans qu'elle vous mette en péril, bien évidemment, qui va être attribuée, si vous ne bougez pas, à un parti politique que vous détestez, ou à une asso que vous détestez. Il n'y a pas mieux. Littéralement, il n'y a pas mieux. Parce que l'aversion à la perte, c'est le plus gros biais cognitif quasiment. Et si vous ne savez pas envers qui vous engagez, engagez-vous envers nous-mêmes. Je sais que Jérémy est pas mal présent sur LinkedIn, moi je suis plus présent sur Instagram. On a créé le compte Instagram Papapreneur, enfin. Donc envoyez-nous un message. Vous voulez changer quelque chose, envoyez-nous un message. Vous nous taguez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn. Vous dites ouais, je m'engage à faire ça, ça, ça et ça. Et voilà, au moins vous l'aurez dit. Et nous, on vous répondra, vous verrez. Clairement. Et l'autre élément également qu'on n'évoque jamais, mais pensez à noter le podcast. Ouais. Sur Apple Podcast notamment. On en a parlé la semaine dernière, mais on va le repréciser maintenant à chaque fois, c'est important pour nous. C'est comme ça qu'on va gagner de la visibilité aussi, qu'on va se faire connaître et gagner également valeur perçue. Donc ça prend quelques minutes. Si vous n'avez pas d'iPhone, volez-en un. Rendez-le après, c'est important. Mais faites-le. 5 étoiles, ça prend 2 clics, franchement, ça peut nous changer la vie.
Et partagez-le à quelqu'un qui ça pourrait être utile, c'est aussi comme ça qu'on le fait connaître, le réseau de bouche à oreille. Dans tous les cas, Complètement. on vous remercie d'avance. Juste Ouais. de nous écouter, déjà c'est génial. Et puis bah on va conclure là-dessus, on se dit à la On semaine va prochaine. conclure là-dessus. Salut Quentin. À la semaine prochaine.